Salam alaikum. Euh, on va entamer donc d'abord le programme. On va voir le programme du module TCP/IP. Donc, il est constitué de 7 chapitres. On va d'abord présenter le protocole TCP/IP. Dans le chapitre 1, on va faire donc une introduction. On va passer directement à l'adressage IP. Ceci, c'est surtout pour pouvoir donc entamer les TP, pour pouvoir avancer dans les TP, et aussi en TD. Donc, c'est un chapitre qui a été décalé en deuxième position dans le but de pouvoir lancer les travaux pratiques et les TD. Le chapitre 3 va aborder la première couche basse, c'est la couche lien du protocole TCP/IP. Elle s'appelle aussi couche accès réseau. Ensuite, on va aborder la couche réseau. Par la suite, la couche transport. Enfin, la couche application, la dernière couche du protocole TCP/IP. Et on terminera par la version IPv6 du protocole TCP/IP. Donc voilà le programme de ce module qu'on va aborder tout au long de ce semestre. Donc, sans trop tarder, on va commencer par le chapitre 1, qui va introduire le protocole TCP/IP. Comme on l'a vu donc hier pendant les TP, donc le réseau élémentaire, c'est un réseau où vous avez deux équipements, au moins deux équipements, reliés par un support de transmission. Les deux équipements, afin qu'ils puissent communiquer, il leur faut donc un moyen d'échanger des messages et un moyen de transférer des messages qui est l'interface réseau. Donc l'interface réseau de tout équipement branché à un réseau Je permet, sais pas, permet donc, bon, s'il vous plaît, essayez d'éteindre vos micros parce que le cours est enregistré. Donc l'interface réseau d'un équipement, de tout équipement connecté à un réseau, lui permet de communiquer à travers le réseau. Ça veut dire qu'il lui permet d'échanger des messages. Ceci, c'est un rappel, hein. Ça a été déjà vu dans le module TRCI, mais j'aimerais bien le rappeler. L'interface réseau, elle est constituée de deux parties. Une partie logicielle, une partie matérielle. La partie matérielle, c'est ce qui est connu sous la carte, sous le nom de la carte réseau. C'est la carte réseau, c'est l'équipement physique de l'interface réseau, où se trouve aussi le connecteur réseau, le connecteur où sera branché, plutôt le port où sera branché le connecteur du support de transmission, lorsqu'il s'agit d'un support filaire. Et il y a la partie logicielle où l'on va retrouver le protocole TCP/IP. Donc ici, on va retrouver le protocole TCP/IP qui est une partie de l'interface réseau. Bien sûr, pour qu'un objet, pour qu'un équipement plutôt dans un réseau puisse communiquer avec n'importe quel autre équipement de différentes natures, il a été donc suggéré que la conception de l'interface réseau, notamment la partie logicielle, suit, suit un modèle, suit un modèle euh, qui est très connu et que vous avez sûrement vu dans le module TRCI, c'est le modèle OSI. C'est-à-dire que l'interface réseau
elle doit être organisée et conçue sous forme de couches, au nombre de 7 couches, telles que dans chaque couche, il va y avoir un ensemble de tâches ou de fonctions qui vont être donc exécutées afin de permettre à l'équipement de pouvoir communiquer correctement à travers un réseau. Communiquer correctement, sans ambiguïté et sans erreur. Ceci est un rappel pour le aussi, que vous avez donc déjà vu. Il y a 7 couches. Il y a d'abord la couche application avec laquelle interagit l'utilisateur, la couche présentation, la couche session, transport, réseau, liaison et enfin la couche physique qui interagit avec la couche, avec le support de transmission. Je voudrais maintenant que vous confirmiez que vous avez vu le modèle OSI et que vous avez bien compris cette notion de couche et le rôle de chacune des couches. Est-ce que c'est le cas? Répondez. Oui. Ah oui, monsieur. Donc, tout est clair, c'est pas la peine de rappeler le rôle de ces 7 couches parce qu'on va le revoir à travers le protocole TCP/IP. Ok, très bien. Donc, bien sûr, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez m'arrêter à tout moment. De préférence, vous écrivez donc un message. Ensuite, vous pouvez parler si vous voulez parler pour poser vos questions, ou bien pour demander de réexpliquer certaines choses qui n'ont pas été claires. Donc, ne me laissez pas d'avancer trop avant de poser une question. Vous pouvez m'arrêter à tout moment. D'accord? Donc, je vais sauter cette partie du modèle OSI, parce que ça a été déjà fait pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc, c'est... Bon, je vais vous envoyer le cours. Vous pouvez donc revoir un petit peu le rappel de ces différentes... le rôle de ces différentes couches. Voilà. Maintenant, on va rappeler aussi, c'est quoi un protocole? Un protocole, donc, offre un principe d'échange d'informations entre deux couches de même niveau situées sur deux machines distantes. Si on prend donc la couche application de chaque équipement, les deux couches application vont échanger des informations selon un protocole. Si on prend la couche réseau, les deux couches réseau de deux équipements différents vont échanger des données à travers un protocole, et ainsi de suite. D'accord? Donc, un protocole aussi, il comprend principalement la, bien chaque protocole d'une couche, il comprend principalement la description des trames, ce qui montre la structure de l'information échangée entre les deux couches. Ça, on va le voir tout au long de ce module. Donc, le protocole, si vous voulez, il représente le langage de communication entre ordinateurs. Comme pour les humains, s'ils veulent donc se comprendre, il faut qu'ils utilisent une langue pour la communication. C'est pareil pour les protocoles. Un protocole, c'est le langage de communication entre ordinateurs. Donc, deux ordinateurs, s'ils veulent se comprendre, ils doivent utiliser le même langage de communication, comme pour les humains. Donc, ils doivent utiliser le même protocole. Si deux ordinateurs ou bien deux équipements connectés à un réseau, chacun utilise son propre protocole, ils ne pourront pas se comprendre, ils ne pourront pas échanger des messages de façon correcte. Il faut que les deux équipements utilisent le même protocole. Alors, initialement, lorsqu'il y a eu apparition des réseaux, donc il y a eu des réseaux, au départ, chaque constructeur d'équipement donc réseau a développé
son propre protocole. Et donc, dans un réseau, comme je viens de le dire, tous les équipements doivent utiliser le même protocole. Si on prend le réseau qui est là, donc ces deux équipements reliés à travers le réseau X, ils doivent utiliser le même protocole qui s'appelle protocole PX, afin qu'ils puissent communiquer. Quelque part ailleurs, il y a développement d'un autre réseau, il y a conception d'un autre réseau, construit par un autre constructeur. Ici, les trois équipements du réseau Y, eux aussi doivent utiliser le même protocole. Et le protocole qui est développé dans ce réseau, c'est le protocole PY. Et ainsi de suite. C'était donc lors de l'apparition des réseaux informatiques. Dans chaque réseau, selon le constructeur des équipements réseau, il y a le développement d'un certain protocole. Par la suite, les différents réseaux qui existaient donc à travers le monde ont commencé à s'interconnecter. Donc, il y a eu des interconnexions entre les réseaux existants. Et l'interconnexion des réseaux se faisait à travers des passerelles. Donc, il faut installer des passerelles qui relient les différents réseaux entre eux. Et se posait le problème, comment permettre à deux équipements appartenant à deux réseaux différents de pouvoir se comprendre et de pouvoir donc communiquer, sachant que les deux équipements qui se trouvent dans deux réseaux différents utilisent différents protocoles. Alors, ce qui a été fait, c'est qu'au niveau des passerelles, pour une passerelle donnée, par exemple la passerelle qui est là, celle-ci, qui est ici, sur cette passerelle, on doit installer les deux protocoles PX et PY. Donc la passerelle qui est là doit utiliser en même temps, elle doit connaître en même temps le protocole X et le protocole Y. Elle utilise le protocole X pour permettre de recevoir les messages venant du réseau X et lorsque le message va être envoyé vers le réseau Y, que fait la passerelle? Elle traduit les messages du format du protocole X vers le format du protocole Y, afin que le message puisse être compris par les équipements connectés au réseau Y. Et si une passerelle relie plus de deux réseaux, on doit installer dessus les différents protocoles qui sont utilisés dans ces différents réseaux. Bien sûr, si une passerelle relie deux réseaux qui utilisent le même protocole, ici, il n'y a pas de problème. Ici, il n'y a pas de problème de traduction parce que les deux réseaux utilisent le même protocole. Alors, pour éviter tous ces problèmes-là, une idée donc, c'est de se dire pourquoi ne pas développer un protocole commun, un protocole, si on veut, international, où on pourrait éviter l'installation de ces passerelles sur lesquelles il faut installer les différents protocoles utilisés par les différents réseaux. Donc, c'est la raison de l'apparition du protocole TCP/IP. Donc, c'est un protocole, si on peut dire, un protocole international qui a pour but une interconnexion des réseaux sur une base planétaire. Sur une base planétaire. À travers le protocole TCP/IP, on peut utiliser, on peut interconnecter différents types de réseaux, que ce soit des réseaux locaux ou des réseaux étendus, que ce soit des réseaux filaires ou des réseaux sans fil, que ce soit des réseaux fixes et des réseaux mobiles.
La technologie utilisée par les réseaux peut être de différents types. Réseau Ethernet, token ring, FTDI, etc. Donc avec TCP/IP, peu importe la technologie qui est derrière la conception de ces réseaux, les équipements reliés à ces branchés, connectés à ce réseau peuvent communiquer s'ils utilisent le protocole TCP/IP. On peut aussi permettre, le protocole TCP/IP peut aussi permettre la connexion, bien la communication entre objets, entre équipements de différentes natures. On peut faire communiquer un ordinateur avec un téléphone IP. On peut communiquer on peut faire communiquer un ordinateur qui fonctionne sous le système d'exploitation, par exemple Windows. Il peut communiquer s'il utilise le protocole TCP/IP avec un autre ordinateur qui utilise le système d'exploitation Unix. Donc peu importe la différence qui existe entre deux équipements branchés à deux réseaux, le protocole TCP/IP permet de rendre transparent toute cette divergence, toute cette hétérogénéité et leur permet de communiquer sans aucun problème. Voilà donc le but de l'apparition du protocole TCP/IP. C'est un standard, si on veut, universel qui permet une interconnexion entre n'importe quel des équipements branchés à n'importe quel type de réseau. Est-ce que c'est clair pour le rôle du protocole TCP/IP? Alors, c'est très clair. Il y a des coupures. Lorsque je vais vous envoyer, je pense, il faut revoir donc l'enregistrement. Dans l'enregistrement, donc, il n'y a pas de coupure, certainement. C'est lié un petit peu à la performance de la connexion. C'est la connexion qui n'est pas très performante parfois. Le problème, c'est au niveau d'Algérie Télécom, la RAL. Okay. Sinon, c'est clair, pas de problème. OK. Alors, maintenant, on va présenter l'architecture du protocole TCP/IP comparativement au modèle OSI. Donc, vous vous rappelez, le modèle OSI, c'est 7 couches, couche physique, liaison, réseau, transport, session, présentation et application. Alors que le protocole TCP/IP, il est conçu et développé à l'aide de 4 couches uniquement. C'est la première modification. Au lieu de 7 couches, ce sera 4 couches. Quelles sont ces 4 couches? Il y a la couche lien, la couche lien, la couche réseau, la couche transport et la couche application. La couche lien s'appelle aussi couche accès réseau. Elle est appelée couche accès réseau dans certains documents. La couche lien qui interagit avec le support de transmission, elle représente les deux couches du modèle OSI qui sont la couche liaison et la couche physique. Donc les deux couches liaison et physique du modèle OSI ont été regroupées en une seule couche et ils lui ont donné le nom, de couche lien ou bien accès réseau. Or, elle s'appelle aussi dans certains documents accès réseau. Alors, l'autre couche, la deuxième couche, c'est la couche réseau. La couche réseau interagit avec la couche lien et la couche transport. La couche réseau, elle est la même que la couche réseau du modèle OSI. Dans certains documents, la couche réseau s'appelle
couche Internet. Ça s'appelle la couche Internet. Donc, je répète, il y a différentes appellations pour la couche lien. Certains l'appellent couche lien, d'autres couche accès réseau. La couche réseau, elle s'appelle aussi la couche Internet. Remarque ici, à ne pas confondre la couche accès réseau et la couche réseau. Ce n'est pas les mêmes couches. L'accès réseau, c'est pour accéder au support de transmission, pour accéder au réseau. Et la couche réseau, c'est la couche réseau que vous connaissez, qui s'occupe de faire l'adressage et le routage, principalement. D'accord? Donc, faites attention de ne pas confondre la couche réseau et la couche accès réseau. Au-dessus de la couche réseau, il y a la couche transport, qui est la même que la couche transport du modèle OSI. Et enfin, la dernière couche, c'est la couche application, qui interagit avec l'utilisateur, auquel l'utilisateur accède. Elle regroupe la couche application du protocole TCP/IP, regroupe la couche application et la couche présentation et la couche session du modèle OSI. Voilà donc pour ce qui est des différentes couches du modèle TCP/IP. Bon, il y a une question. Bon, il y a une question qui dit pourquoi la couche réseau s'appelle couche Internet. C'est des appellations différentes, c'est tout. Chacun préfère l'appeler comme il veut. Il y a deux noms. Si vous lisez donc la documentation, vous allez trouver que certains l'appellent couche réseau, d'autres l'appellent couche Internet. C'est leur choix. Même chose pour la couche lien. Certains préfèrent l'appeler couche lien, qui permet de lier l'équipement au réseau. D'autres préfèrent l'appeler couche accès réseau. D'accord? Un petit rappel sur le rôle sur la fonction des quatre couches. Donc, la couche application, elle permet à l'utilisateur de lancer différents services réseau. Si vous voulez accéder à Internet, si vous voulez lancer une impression à travers un réseau, si vous voulez envoyer un message, vous devez passer par la couche application en tant qu'utilisateur. Donc, elle vous permet de lancer n'importe quel service d'accès réseau. Et ceci en accédant à des applications que vous lancez qui vont vous permettre de lancer votre tâche, une tâche réseau. Tel que par exemple un navigateur web, ce qui permet donc de naviguer dans Internet. Donc ça se trouve dans la couche application. Vous voulez par exemple transférer un fichier, vous utilisez FTP. Bien sûr, je reviens pour le navigateur web, vous utilisez l'application HTTP. Et ainsi de suite. Donc il y a différentes applications dans la couche application qui permettent à faciliter le lancement de différents services d'accès réseau. Lorsque vous lancez donc un service donné à travers votre couche application avec laquelle vous allez interagir, que fait la couche application? Elle va envoyer votre requête et votre donnée à la couche transport. Par exemple, si vous voulez transférer un fichier, vous voulez envoyer un fichier, dans la couche application, le fichier, on va lui rajouter certaines informations liées à votre fichier, telles que la taille, date d'envoi, type de fichier, est-ce que c'est un fichier texte, fichier image, avec quelle application vous l'avez généré. Il n'y a pas de son, c'est le cas pour tout le monde ou bien uniquement pour quelqu'un, il n'y a pas de son, est-ce que vous... Non, 15 ans aussi. un problème, je vais lui répondre, un problème à ce niveau. Euh, qu'il est connecté deux fois.
on se connecte 2 fois, plusieurs fois, parfois ça pose des problèmes, hein. Voilà. Donc je poursuis. Donc j'ai dit que lorsque vous lancez un service réseau, tel que, si on prend l'exemple du transfert d'un fichier, le fichier, vous allez le transférer à travers une application, telle que FTP, bien envoyer un fichier qui n'est pas très long avec une messagerie par exemple. La couche application va rajouter des informations concernant ce fichier que vous allez transférer. Le tout sera remis à la couche transport. Que fait la couche transport? Principalement, elle va établir une connexion avec l'équipement vers lequel vous allez envoyer le fichier. Ensuite, elle ne va pas envoyer le fichier en un seul bloc, en un seul lot. Elle va découper le fichier que vous allez envoyer en plusieurs morceaux, plusieurs blocs, pour ne pas envoyer tout le fichier à la fois. On envoie par petit paquet, par petit bloc. Est-ce que vous pouvez me rappeler quel est l'intérêt du découpage d'un message qu'on envoie dans un réseau en petits morceaux et ne pas l'envoyer en une seule fois? Répondez-moi. Qu'est-ce qu'on Pour gagne? réduire le temps de transmission. Réduire le temps de transmission. Eh bien non, Transfert. la taille c'est la même. Comment faire réduire le temps? J'envoie un fichier d'une taille donnée, je l'envoie en un seul lot ou bien plusieurs morceaux. Est-ce que ça va réduire le temps de transmission? D'après vous, non? C'est la même taille, c'est le même volume. Monsieur, voilà. La qualité de la Parfois, transmission. Voilà, c'est bien C-shape. S'il y a une erreur, il y a une première réponse, c'est la principale raison. Si vous avez une erreur dans le message, et bien si vous envoyez le message à la fois, vous êtes obligé de le réenvoyer entièrement, totalement. Mais si vous le découpez en plusieurs morceaux, lorsque l'erreur survient, bien sûr, elle va toucher que quelques morceaux. À ce moment-là, l'émetteur, il n'a qu'à réenvoyer que les petits morceaux qui ont été erronés. Les autres, il ne va pas les envoyer. Maintenant, on peut gagner en temps. Maintenant, on peut gagner en temps parce que c'est dans le cas des erreurs. On n'a pas à réenvoyer tout le message, on ne réenvoie que les petits messages qui ont été touchés par l'erreur. Allez, c'est la première raison. D'accord? Deuxième raison, qui a été donnée par Baraka, c'est bien, c'est éviter la congestion. Éviter la congestion, éviter de saturer et trop occuper ou bien monopoliser les supports de transmission. Parce que si vous envoyez un message, il va occuper parfois un support de transmission, il va occuper une ressource dans le réseau, elle est occupée par vous, par votre message, et les autres qui veulent accéder au réseau doivent attendre que votre message libère la ressource, et s'il est très grand, on va pouvoir monopoliser et saturer le réseau. Mais si c'est par petits morceaux, la ressource que vous utilisez dans le réseau, que ce soit donc un routeur ou bien un support de transmission, ne sera occupé que pendant l'envoi de votre petit message. Donc, vous allez le libérer rapidement pour que les autres puissent envoyer leur paquet à leur tour. D'accord? Donc, pour ne pas monopoliser les ressources d'un réseau pour une longue durée. Autre raison, c'est bien Baraka, c'est que si vous envoyez votre message en un seul lot, et s'il suit un chemin, et qu'à un moment donné, le chemin est saturé, il est long, il est chargé, il n'y a pas de choix, votre message va attendre à travers ce chemin. Par contre, si vous envoyez votre message, si vous découpez le message en plusieurs morceaux, les différents morceaux peuvent emprunter différents chemins pour éviter les chemins qui sont saturés. Donc, vos paquets, les paquets constituant votre message après découpage, peuvent être envoyés à travers différents chemins dans le réseau.
Voilà donc les principales raisons du découpage d'un message en plusieurs morceaux. Je rappelle, la première, c'est d'éviter de réenvoyer tout le message dans le cas où il y a des erreurs. On ne réenvoie que les paquets touchés par l'erreur. La deuxième, pour ne pas monopoliser et occuper les ressources du réseau pour une longue période. Et la troisième, c'est de permettre aux différents blocs d'être envoyés à travers différents chemins dans le cas où certains chemins sont chargés. Le chemin par lequel on a déjà commencé à envoyer les premiers blocs, dès qu'on s'aperçoit que le chemin est saturé, les prochains blocs, on va leur éviter ce chemin en les envoyant vers d'autres chemins. Mais si c'est un seul lot, un seul message, c'est pas possible de lui faire changer de message, sauf que si on reprend la transmission depuis le début. Voilà. Donc, c'était le rôle de la couche transport, qui permet donc de découper le message en plusieurs morceaux. Après l'avoir découpé, les différents morceaux, les différents blocs, les différents paquets, il y a différentes appellations pour ça, on va dire blocs seulement, au moment, les différents blocs sont remis à la couche réseau. Dans la couche réseau, qu'est-ce qu'elle s'occupe de faire? À ce moment-là, la couche réseau, c'est à ce niveau qu'elle doit insérer l'adresse de celui qui envoie le message, l'adresse de l'émetteur, et de celui qui va recevoir le message, l'adresse du récepteur. C'est à ce niveau qu'on va insérer l'adressage dans chacun des blocs reçus par la couche transport. Donc, pour chaque bloc reçu de la part de la couche transport, on insère l'adresse de l'émetteur et celle du récepteur. En plus de l'adressage, que fait la couche réseau? Elle va s'occuper de chercher la meilleure route qui permet d'atteindre le récepteur. Donc on choisit la meilleure route afin de joindre le récepteur par lequel on va envoyer les différents blocs. Et ceci s'appelle la fonction de routage. Donc on va faire du routage. Et la couche réseau s'occupe de faire le routage qui consiste à choisir toujours d'abord de chercher la route, ensuite, s'il y en a plusieurs, de choisir la meilleure route par laquelle on va envoyer les différents blocs reçus par la couche transport. Une fois qu'on a choisi la route et qu'on a inséré l'adressage dans les différents blocs, les blocs sont remis à la couche lien. Que fait la couche lien? Elle va accéder à l'interface réseau physique et donc au support pour envoyer le bloc. Vérifier d'abord que le support est libre. Ensuite, transformer le bloc sous forme d'un signal adapté à la nature du support de transmission. Donc, le bloc sera transformé en un signal à base d'onde si vous avez un support sans fil, ou bien le bloc sera transformé en un signal lumineux s'il s'agit d'un support qui est la fibre optique, et enfin, le bloc plutôt, sera transformé en un signal électrique si le support il est de type filaire à base de cuivre, tel que la paire torsadée, ou bien ligne téléphonique. Et donc, c'est le rôle de la couche lien, bien sûr, c'est les fonctions principales. Il y a d'autres fonctions, je ne les ai pas citées ici, on va les voir tout au long donc, de la présentation de ce module. Et voilà donc les principales fonctions des 4 couches du modèle du protocole TCP/IP. Bien sûr, il y a dans chaque couche, il y a présence de certains protocoles. Par exemple, dans la couche lien, vous l'avez remarqué, en plus de l'interface physique, la carte réseau de l'interface réseau, on voit qu'il y a la couche, il y a le protocole ARP et le protocole RARP. Dans la couche réseau, on voit qu'il y a 3 protocoles. Le protocole ICMP, IP, IGMP. Dans la couche transport, on voit l'existence du protocole TCP et
UDP. Et dans la couche application, vous avez différents protocoles, HTTP, FTP, DNS, DHCP, Telnet, etc. Comme on peut avoir aussi des applications développées par l'utilisateur lui-même. Donc, tous ces protocoles que vous voyez ici, tous ces protocoles que vous voyez ici, constituent, bien forment le protocole TCP/IP. Donc, TCP/IP, c'est l'ensemble de ces protocoles. C'est l'ensemble de ces protocoles. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi la pile TCP/IP. Pourquoi pile? Parce que c'est en couche. Les protocoles sont situés en couche, certains sur d'autres. Donc, c'est une pile. D'autres l'appellent aussi une suite de protocoles TCP/IP. Je vais l'écrire ici. Vous le noter. Donc, on l'appelle parfois la pile TCP/IP. On parle aussi d'une suite TCP/IP. Donc, c'est TCP/IP, ce sont plusieurs protocoles. Maintenant, il y a une question. OK. La couche, je vais répéter le rôle de la couche lien avant de poursuivre sur le TCP/IP. La couche lien reçoit un bloc de la couche réseau. L'adresse de l'émetteur, l'adresse du récepteur, pour lequel on a choisi la route qu'il va traverser afin d'arriver à son récepteur. La couche lien reçoit donc ce bloc-là. Il va faire certaines fonctions qu'on verra par la suite. Et la principale fonction, c'est de placer le bloc sur le support de transmission, de le mettre sur le support de transmission. Comment le mettre sur le support de transmission? Il faut le convertir sous forme d'un signal. Un signal qui sera adapté au type du support de transmission. Si vous avez un support filaire tel qu'une paire torsadée à base de conducteurs de cuivre, le signal va être un signal électrique. Si l'équipement est relié à travers une fibre optique, le signal qui sera généré sera un signal de type lumineux. C'est de la lumière qui va circuler sur le support de type fibre optique. Et si vous avez un équipement relié, bien connecté à un réseau avec un lien sans fil, à ce moment-là, le bloc sera transformé sous forme d'un signal à base d'onde. Donc, c'est le rôle de la couche lien qui va placer le bloc sur le support de transmission, bien sûr à travers son interface réseau physique. Voilà pour le rôle de la couche lien. Il y a aussi bien sûr d'autres rôles, d'autres fonctions. Alors, on va les voir lorsqu'on va présenter la couche lien. Vous allez voir que dans chaque chapitre qui détaille chacune des couches, là, on va voir plus de détails. Maintenant, je me contente de donner les principales fonctions, sans donner trop de détails pour le moment. Okay. Donc, je poursuis concernant le protocole TCP/IP. Comme je l'ai dit, le protocole TCP/IP, ils l'ont appelé TCP/IP. Pourquoi? Parce que ce sont les deux protocoles les plus importants parmi cette pile de protocoles TCP/IP. Donc, comme je l'ai dit, TCP/IP ne veut pas dire TCP et IP uniquement. Non, c'est un ensemble de protocoles dans lequel vous avez UDP, ICMP, IGMP, ARP, pas mal de protocoles. Tout ça, ils l'ont appelé TCP/IP. D'abord parce que IP, comme vous le remarquez, IP, il s'appelle aussi, on le considère comme étant le cœur du protocole TCP/IP. Comme vous le voyez, il se trouve au milieu. Presque tout passe par IP. Tout passe par IP. Tous les messages doivent passer par IP avant de les remettre à l'interface physique pour les placer sur le support de transmission. Tous les messages échangés passent par IP.
Il est très important le protocole IP. En plus, TCP, c'est le protocole le plus utilisé dans le protocole TCP/IP. Donc, ils ont préféré l'appeler à l'aide de ces deux protocoles, TCP et IP. Mais sachez que TCP et IP représentent l'ensemble des protocoles, pas uniquement TCP et IP. D'accord? Voilà pour ce qui est de l'appellation du protocole TCP/IP. C'est clair? Oui, Ok. Autre schéma, je vais vous montrer un autre schéma récent parce qu'avec la version 6, c'est la même chose presque. Donc voilà une autre architecture du protocole TCP/IP. Donc comme vous le voyez dans la couche accès réseau. Là, comme vous le voyez, l'appellation a changé. On n'appelle plus, là, on n'appelle pas la couche lien, on l'appelle couche accès réseau. Network Access Layer. Donc, c'est accès réseau qui contient le protocole ARP. Et pour les protocoles de couche lien, il y a Ethernet, il y a par exemple des réseaux sans fil, les réseaux locaux sans fil. Il y a aussi bien sûr autre chose, hein. Il y a aussi des réseaux LAN, etc. Remarquez qu'il n'y a plus le protocole RARP. RARP n'est presque plus utilisé. Maintenant, on va le présenter lorsqu'on va aborder la couche lien. On va voir pourquoi il n'est plus actuellement utilisé. Dans la couche réseau, on l'appelle la couche Internet. Vous voyez, Internet layer, donc, il y a différents protocoles, IPv4, IP version 4, protocole IP, c'était le protocole IP, mais version 4. Et il y a aussi le protocole IP version 6. Il y a le NAT, il y a ICMP version 4, ICMP version 6. Il y a aussi des protocoles de routage tels que OSPF, BGP, etc. Dans la couche transport, pas de changement, c'est toujours TCP et UDP. Et dans la couche application, il y a différents protocoles. Euh, il y a le HTTP, HTTP sécurisé, donc HTTPS, c'est HTTP sécurisé. Il y a FTP, il y a TFTP, pas mal de protocoles. Ceci, c'est uniquement certains protocoles, hein. Pour le transfert de fichiers, pour la navigation, pour le web, il y a tous ces protocoles. Pour l'échange de messages, il y a les protocoles SMTP, POP, IMAP. Et pour la configuration de l'adressage, il y a DHCP version 4, version 6, et, etc. Voilà. C'est un autre schéma qui décrit l'architecture du protocole TCP/IP. Ici, donc, c'est un exemple euh, d'interconnexion de deux réseaux de différents types, un réseau local et un réseau de marque tokenling. Juste avant de commencer, est-ce que vous avez un cours juste après avec microprocesseur? Est-ce que vous avez programmé un cours juste après, maintenant, à 9h30? Est-ce que vous avez commencé le cours de microprocesseur? non, mais c'est la carnaval. Il n'y a pas. Donc, je vais remplacer le quart d'heure que j'ai pris tout à l'heure. On va le prendre maintenant. Et bien sûr, avant d'oublier, pour la première séance de TD qu'on devrait faire tout à l'heure, on va faire une deuxième séance de cours, on va le faire tout à l'heure, pour essayer d'avancer afin de pouvoir avancer en TP et commencer les TD. Sinon, si on maintient une seule séance de cours par semaine, on ne pourra pas commencer les TD avant un mois, hein. Donc, il vaut mieux, au lieu de faire TD, on fait cours à la place. On prend une seule séance tout à l'heure pendant au moins 2 semaines afin de pouvoir avancer et faire des TD et avancer aussi en TP. OK? Donc, je vais vous envoyer tout à l'heure le lien, bien l'horaire pour fixer le début de la deuxième séance pendant les TD.
Donc ici, vous avez un exemple d'interconnexion entre deux réseaux, un premier réseau de marque Ethernet et un autre réseau de marque Token Ring, réseau en boucle. Token Ring, c'est un réseau en boucle. Voilà, comme le schéma, comme le montre le schéma. C'est le réseau en anneau. Topologie d'anneau, topologie en boucle. OK? Vous avez déjà vu des réseaux en anneau où le message ne fait que tourner dans l'anneau pour être échangé dans un réseau. Je reçois un message, je le remets à mon voisin. Si c'est pour lui, il le garde. Si c'est pas pour lui, il le remet à son voisin. Le message ne fait que tourner. D'accord? Vous avez vu la topologie d'anneau. Topologie en boucle. Tokenlink est une marque développée par IBM qui conçoit les réseaux en topologie d'anneau. Donc ici, vous avez un exemple d'application euh, FTP entre un client FTP et un serveur FTP. Le client FTP, il est connecté à un réseau de marque Ethernet. Et le serveur FTP est relié et connecté à un réseau de type Token Ring. Alors, l'utilisateur, lorsqu'il veut télécharger un fichier ou bien on veut transférer un fichier, il va lancer l'application FTP. L'application FTP qui va entrer en contact avec l'application FTP du serveur. Donc, là, entre les deux équipements, il y a un protocole FTP qui permet de faire un échange de fichiers entre le client FTP et le serveur FTP. Bien sûr, le protocole FTP ne va pas établir un lien direct entre les deux couches, applications, mais ça doit passer par la couche inférieure. Donc, le protocole FTP qui va se mettre en relation, il va mettre en relation le client FTP et le serveur FTP, va se faire à travers des couches basses. La couche inférieure qui est la couche transport. Donc, pour transférer un fichier, ou bien pour télécharger un fichier, le client FTP fait appel au protocole TCP de la couche transport, Le protocole TCP au niveau du client, à son tour, il va se mettre en relation avec le protocole TCP du serveur, à côté. Donc, ici, on parle de protocole TCP qui met en relation le client et le serveur. Mais cette relation, elle n'est pas directe. Elle doit passer par les couches inférieures, par la couche inférieure, qui est la couche réseau. Donc, TCP, pour établir un lien, bien une relation avec le TCP du serveur, il fait appel à la couche, bien au protocole IP de la couche réseau. Protocole IP de la couche réseau. Et ici, le protocole IP de la couche réseau, il va établir un lien avec le routeur. Ceci représente un routeur ou bien une passerelle qui relie les deux réseaux, le réseau Ethernet et le réseau Tokening. Donc IP, il va se mettre en relation avec le prochain voisin qui est un routeur. Et pour établir ce lien, les deux protocoles sur les deux machines, que ce soit le client et le routeur, ils passent par la couche lien à travers le carte réseau. Et donc, les messages échangés entre les deux équipements qui sont le client et le routeur vont s'échanger à travers la technologie Ethernet. On peut parler de protocole Ethernet. Parce que le routeur qui relie les deux réseaux doit connaître les deux technologies. La technologie Ethernet et la technologie Tokening. Donc sur le routeur, il y a deux cartes réseau. La première carte réseau est une carte réseau de marque Ethernet, parce qu'il est branché à un réseau Ethernet. Et il possède aussi une deuxième carte réseau de marque Token Link pour permettre au routeur
de se connecter à un réseau en boucle de marque tokening. Une fois que le routeur reçoit le message de la part du client, il va convertir le message du format Ethernet vers le format tokening. Et il va pouvoir alors envoyer le message sous format tokening vers le serveur FTP. Et donc, IP se met en relation directement avec le protocole IP du serveur FTP et qui va faire remonter le message vers TCP, enfin vers le serveur FTP. Donc, voilà le rapport entre les différents protocoles. Donc, au niveau de la couche, je répète, au niveau de la couche application, sur un équipement, on voit la couche application sur l'autre équipement distant. Donc, les deux couches application sont en contact, bien sûr, en passant par les couches inférieures, mais elles permettent de mettre en contact les deux extrémités dans un réseau. Les deux extrémités dans un réseau. Même chose pour la couche transport. TCP, le protocole TCP au niveau d'un équipement, il voit le protocole TCP de l'équipement distant. Et par contre, le protocole IP de la couche réseau, lui, il ne voit pas le protocole IP de l'équipement distant. Non. Il voit le protocole IP de l'équipement voisin. Il le relie au réseau. C'est le routeur ou bien la passerelle. Et même chose pour la couche lien. Il y a une question. Le protocole IP, c'est un protocole qui permet de faire le transfert de longs fichiers. Transfert ou bien le téléchargement de longs fichiers. C'est File Transfer Protocol. File Transfer Protocol. Donc c'est un protocole pour transférer et télécharger de très longs fichiers. D'accord? C'est une application. Si vous voulez transférer un fichier de très grande taille, vous pouvez utiliser FTP pour transférer ces fichiers-là. Donc, je répète, au niveau relation, au niveau de la couche liaison et de la couche réseau, sur un équipement, ils se mettent en relation avec la couche réseau et la couche liaison de l'équipement voisin, le prochain, qui est généralement un routeur. Par contre, la couche transport et la couche application se mettent en relation avec l'équipement final, l'équipement avec qui vous communiquez. Bien sûr, il ne va pas se mettre en relation de façon directe, mais en passant par les couches inférieures. Voilà pour ce qui est du principe de fonctionnement du protocole, des différentes couches du protocole TCP/IP. Est-ce que c'est clair pour ce qui est de relation? Oui, monsieur. La couche application, elle voit la couche application de l'autre machine, distante. Protocole TCP dans une couche transport, il voit aussi le protocole TCP de l'autre machine. Mais protocole IP, il ne voit pas le protocole IP de la machine distante. Il voit le protocole IP du voisin qui le relie vers le réseau, qui est le routeur. Même chose pour la couche liaison. Il y a une question. Dans l'affaire, c'est la carte réseau. C'est le pilote. OK. C'est juste la carte réseau d'une machine qui permet de se connecter au réseau. Le driver, c'est le pilote en fait. C'est le pilote qui permet de reconnaître l'équipement. Maintenant, on peut se dire quatre réseaux. Okay? Interface réseau. Voilà. Retenez les mots interface réseau. C'est tout. On avance. Pas de questions? Allez, maintenant on avance. Ça, c'est pour résumer un petit peu
le fonctionnement de TCP/IP, il faut bien comprendre ceci. Il faut bien me suivre parce que c'est important. Ça résume un petit peu le fonctionnement dans un réseau. Bon, il y a des choses, on va les expliquer plus tard, mais essayez de retenir au moins ceci. Il faut retenir ce que je vais présenter. Et il faut, tout au long de ce module, si vous arrivez à comprendre ce transparent, c'est bien. Sinon, vous avez encore des carences. Hein. Alors, maintenant, vous avez un exemple d'utilisateur qui voudrait lancer un service d'accès réseau et qui utilise, bien sûr, le protocole TCP/IP. On voit les 4 couches du protocole TCP/IP. Couche application, transport, réseau, lien et de support de transmission. Alors, quel est le premier élément que doit connaître l'utilisateur pour lancer son service réseau? D'après vous, répondez-moi, avant de lancer un service réseau donné, qu'est-ce que vous devriez connaître pour pouvoir lancer ce service? Répondez. Avant de lancer n'importe quel service. L'adresse de destinataire. D'après établir connexion. Bon, supposons que la connexion est déjà établie. Hein. L'adresse de l'information envoyée. Bon, vous l'avez l'information envoyée. Vous avez un service que vous voulez lancer, tout est prêt, tout est à votre niveau. Qu'est-ce que vous devriez obtenir avant de lancer ce service? Le chemin. Non. Identifier l'utilisateur. Quel utilisateur? Bon, je suis en train de lire certaines réponses. Hein. Et c'est mieux d'envoyer les réponses à tout le monde, hein, pour que les autres puissent voir vos réponses. Hein. Essayez d'envoyer vos réponses à tout le monde. Donc, tout le monde peut voir ce que vous répondez pour essayer d'apprendre. Le premier élément qu'on doit connaître afin de pouvoir envoyer le message ou bien lancer le service. Le premier élément. Certains parlent de l'adresse de la destination. Avant l'adresse. Avant l'adresse. Quelle adresse déjà? Quelle adresse? Quelle adresse? Le nom de l'application. Si vous voulez vous connecter, vous êtes sur Internet. Vous voulez vous connecter à un site pour lancer un service. Qu'est-ce que vous devriez obtenir d'abord? Qu'est-ce que vous devriez reconnaître d'abord? Nom de domaine? Non, c'est pas le nom de domaine. Le nom de quoi? Le nom Du site. du site, voilà. Le nom du site. Le nom du site. Le nom de la machine. Le nom de la machine L'adresse logique. vers lequel vous voulez vous connecter. Essayez d'éteindre votre son s'il n'y a pas de réponse. Donc, le nom de la machine avec laquelle, bien, vers laquelle vous voulez envoyer quelque chose, lancer un service ou bien envoyer un message. Ou bien le nom d'un site, ce qu'on appelle l'URL. L'URL d'un site. Tel que par exemple www.ushb.dz. C'est l'URL du site de l'USHB. D'accord? Donc, le nom de la machine, c'est ce qui est manipulé dans la couche application. Au niveau de la couche application, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le nom des machines qui sont en communication. D'accord?
C'est à ce niveau que vous tapez le nom de la machine ou bien d'un site. Vous le tapez dans la couche application. Ici, vous manipulez uniquement le nom. Vous n'avez pas à connaître l'adresse exacte de la machine. Pourquoi le nom? Parce que c'est plus facile à retenir. C'est plus facile à obtenir à travers une recherche Google. Vous utilisez directement le nom de la machine. Voilà. Une fois que votre message a été, votre service a été lancé par une certaine application, votre message va descendre à la couche transport. Là, je vais vous donner ce qui est manipulé dans la couche transport et on va l'expliquer plus tard. Hein. Il faut juste le retenir. Hein. Donc, l'élément qui permet d'identifier la machine avec qui vous voulez communiquer, c'est le nom d'un site ou bien d'une machine. C'est ce qui est manipulé dans la couche application. Ceci va identifier le nom de la machine, va identifier la machine, bien les machines qui sont en communication. Ensuite, lorsqu'on va au niveau de la couche transport, qu'est-ce qui est utilisé dans la couche transport? C'est ce qu'on appelle le numéro de port, numéro du port. C'est quoi le numéro du port? C'est un chiffre entier, c'est un entier, un nombre en fait, qui permet d'identifier l'application qui est en train de communiquer. Donc ici, il y aura deux numéros de port. Le numéro de l'application, le numéro qui va identifier l'application émettrice, qui émet un message, et le numéro de l'application réceptrice qui va recevoir le message. Ce sont les deux applications qui sont sur les deux machines qui sont en train de communiquer. Parce que lorsque deux équipements communiquent entre eux, ce n'est pas l'équipement physique qui communique. Il y a deux programmes, deux applications sur les deux machines qui sont en train de communiquer. Et donc, ces deux programmes, ces deux applications, il faut pouvoir les identifier de façon claire, et ceci à travers un numéro qu'on leur donne pour qu'il n'y ait pas confusion. On verra ça lorsqu'on va présenter la couche transport. On va voir le rôle du numéro de port qui permet d'identifier l'application qui est en train de communiquer. Chaque programme, chaque application qui communique va être identifié par un nombre qu'on appelle numéro de port. Et ce numéro de port, c'est ce qui est manipulé dans la couche transport. Il désigne l'application qui est derrière l'envoi d'un message ou bien la réception d'un message. Voilà. Ensuite, lorsque le message descend à la couche réseau, l'élément le plus important qui est utilisé ici, c'est ce qu'on appelle l'adresse IP ou bien l'adresse logique. Vous avez tous entendu parler de l'adresse IP, tout le monde la connaît. L'adresse IP, c'est ce qui identifie et c'est ce qui désigne la machine qui est en train de communiquer. Donc, il faut qu'il y ait l'adresse IP de l'émetteur et celle du récepteur. Donc, l'adresse IP, c'est celle de la machine, celle de l'équipement qui est en communication dans un réseau. Et enfin, ce qui est manipulé dans la couche lien, c'est ce qu'on appelle l'adresse MAC, ou bien l'adresse physique. C'est une autre adresse qui désigne la machine qui est en train de communiquer. Celle-ci, elle est manipulée dans la couche lien. Remarquez donc qu'il y a deux types d'adresses. Il y a l'adresse MAC et l'adresse IP, ou bien adresse physique, adresse logique. Quel est le rôle de chacune des deux adresses? Ce sera l'objet du prochain chapitre. Donc, je résume. Ce sont des éléments qui permettent de désigner
les entités qui sont en train de communiquer dans un réseau, que ce soit l'entité émettrice ou bien l'entité réceptrice. Lorsqu'on est au niveau de la couche application, les objets qui sont en train de communiquer, on les désigne par leur nom. C'est des noms qui sont faciles à utiliser par l'utilisateur. Généralement, c'est les noms d'un site, l'URL d'un site, par exemple. Ceci est manipulé au niveau de la couche application, manipulé directement par l'utilisateur, parce que c'est facile à retenir. Lorsqu'on est au niveau de la couche transport, on désigne les applications qui sont en train de communiquer par un nombre qu'on appelle numéro de port. Lorsqu'on est au niveau de la couche réseau, on désigne la machine qui est en train de communiquer, les machines qui sont en train de communiquer par leur adresse IP. Et lorsqu'on est au niveau de la couche lien, on désigne les machines qui sont en train de communiquer par leur adresse MAC. Ceci, il faut le retenir. Si vous arrivez à voir très clair ces 4 éléments au bout de la fin de ce module TCP/IP, vous aurez compris très bien le fonctionnement du module ou bien du protocole TCP/IP. Donc, on va aborder ces 4 éléments tout au long de ce module TCP/IP et j'espère qu'à la fin de ce module, vous aurez compris le rôle de chacun de ces éléments. Donc, pour le moment, il faut juste retenir ceci, retenir ce transparent, et on va, au fur et à mesure, avec le temps, avec l'avancée dans les chapitres, vous allez comprendre l'intérêt de ces 4 éléments et qu'est-ce qui marque la différence entre ces 4 éléments. Donc voilà pour ce qui est de cette première séance qui présente donc le protocole TCP/IP, qui présente une partie déjà, une partie, il reste encore une autre partie qu'on verra dans la deuxième séance qu'on va faire pendant le prochain TD. Il y a une question, est-ce que deux machines? Non. Deux machines ne doivent pas avoir la même adresse IP. On va voir dans quel cas, il y a certaines exceptions où deux machines peuvent avoir la même adresse IP. C'est des exceptions qu'on va aborder plus tard, puisqu'on va aborder le chapitre 2 concernant l'adressage. En général, non, mais on peut donc on peut avoir des cas où deux machines peuvent avoir la même adresse IP. La prochaine séance, à quelle heure il y aura le prochain TD? C'est, je pense, à 11h30 ou bien. À quelle heure? À quelle heure on fait la prochaine séance? On l'a fait à 11h30? Je ne sais pas si vous avez des séances d'ici là. On l'a fait à 11h? Qu'est-ce que vous avez juste après? Maintenant, je préfère faire une pause.